parce que voilà, on a mis en place au niveau du groupe Avril un super programme en fait de chasse au gaspillage énergétique, un programme d'efficience énergétique. Et parce qu'Avril, en fait, comme beaucoup de groupes industriels, a pris des engagements au niveau de sa raison d'être dont on parlait tout à l'heure, servir la Terre, engagement de réduire nos émissions de CO2 à 2030 de moins 30% par rapport à 2019. Donc, un engagement en absolu, c'est-à-dire qu'on doit, on doit vraiment réduire de manière en un absolu. Voilà, on ne corrige pas de l'effet volume, on vient réduire nos émissions de CO2. Donc, il faut qu'on réduise nos consommations d'énergie. Et pour ça, voilà, je vais vous expliquer en fait comment on a fait pour réduire nos consommations d'énergie, tout en gardant aussi nos projections de développement de business, tout en gardant en fait nos volumes de production. Alors, j'ai peut-être déjà commencé à me présenter. Je suis dans le groupe Avril depuis 2007. J'ai travaillé sur une usine qui est pas très loin d'où vous êtes, qui est à Montoire de Bretagne, sur le port de Montoire, une usine Cepol, qui était connectée avec Cargill pour produire de l'huile raffinée et du biocarburant. J'ai eu des fonctions de responsable maintenance, de responsable de production et de directeur de site jusqu'en 2020. Et en 2020, en fait, on m'a proposé un poste au niveau corporate pour piloter l'efficience énergétique et la décarbonation des usines du groupe Avril. Les usines du groupe Avril, je vous présenterai juste après le groupe. Donc, piloter la décarbonation sur le scope 1 et 2 de notre bilan carbone. Le groupe Avril, c'est un groupe assez atypique, en fait, qui s'est construit sur la filière des oléoprotéagineux, qui a un ancrage agricole fort. C'est un groupe qui a été à l'initiative d'agriculteurs. Et Avril, en fait, c'est un certain nombre d'agriculteurs de la filière qui se sont mis ensemble pour développer et valoriser, créer de la valeur sur leurs produits. Sur ce qu'ils produisaient, c'est-à-dire base, colza, tournesol et tout ce qui est oléoprotéagineux, les pois, les légumineuses, etc. Et donc, c'est plusieurs dizaines d'entreprises qui sont intégrées entre elles. Et ce qui est totalement en fait, atypique, c'est que les déchets ou les coproduits des uns sont les matières premières des autres. Donc là, vous avez quelques chiffres sur le slide que je vous partage, avec les chiffres clés du groupe que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est un groupe qui est quand même assez conséquent. On est 8400, enfin un peu plus de 8500 collaborateurs sur une vingtaine de pays. On indique 69 sites industriels, on est plutôt même à 90 maintenant, parce que voilà, le groupe est en croissance, autour de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà. Et en fait, une des caractéristiques aussi du groupe, c'est que c'est une société commanditée par action, et en fait, tous les bénéfices du groupe sont soit réinvestis pour de la croissance externe, pour aller prendre des participations dans d'autres entreprises de la filière, soit pour être réinvestis. Donc, vous voyez, en fait, en 2024, on a dégagé 341 millions d'euros d'EBITDA. Sur les 341 millions d'euros, on a quasiment 250 millions d'euros qui ont été réinvestis en CAPEX. Le groupe est partagé donc en 5 filières. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez déjà vous avez quelques marques que vous connaissez. Mais première filière, donc première transformation, énergie renouvelable. Donc c'est l'activité cœur du groupe, trituration. Donc je vous expliquerai sur la slide d'après. Le deuxième domaine de spécialité, c'est tout ce qui est création de produits biosourcés, principalement à travers sa filiale Oléon. Un domaine grande consommation, donc là, il y a des choses que vous connaissez plus, que vous voyez en supermarché, les huiles Le Sieur, Vivien Paille, Puget, Soleil, enfin toutes les marques que vous avez ici, qui sont voilà, des produits produits dans nos usines. Un axe solution pour l'agriculture.
Alors, solution pour l'agriculture, c'est tout simplement en fait la production d'aliments pour les animaux d'élevage. Et vous verrez en fait sur la slide suivante l'intégration entre la partie aliments et la partie huile. Donc, ce sont des marques Sanders, Terial, des marques que vous voyez en fait quand vous passez dans les campagnes. Principalement, on est le groupe et cette filiale et cette filière en fait a démarré en Bretagne. Donc, c'est une trentaine d'usines de nutrition animale à travers la France. Et puis un dernier axe qui est plus un axe incubateur, c'est là où on retrouve des projets d'innovation, des startups qu'on va aller aider au niveau du groupe. Cette slide-là, elle est intéressante parce qu'on voit que tout ça boucle, c'est-à-dire que je vous parlais des agriculteurs, ce sont à la fois nos fournisseurs de matières premières et aussi nos clients en fin de chaîne pour les éleveurs. Le cœur du métier du groupe, c'est la trituration, c'est le broyage des graines. Broyage des graines de colza, de tournesol. Donc, vous avez, en général, quand vous broyez une graine, vous avez 55% en fait de la partie de la graine qui est toute partie sèche, qui va être valorisée en tourteaux, qui sont riches en protéines. Et c'est cette base-là de tourteaux, de colza, de tournesol ou autres qui vont être les matières premières pour les aliments pour les animaux. Et 45% en huile. Cette huile-là, en fait, ce qui tire aussi l'activité du groupe, c'est les besoins en fait en alimentation pour les animaux. Ça veut dire que vous comprenez qu'il y a une quantité d'huile qui est disponible. Et cette quantité d'huile, elle va sur le marché donc, des huiles alimentaires, donc, qui est valorisée et qui est distribuée par le Sieur. Mais c'est quand même assez stable en termes de consommation. Voilà, dans un foyer français, en fait, c'est à peu près une bouteille d'huile par mois. Donc, on connaît déjà à peu près nos volumes de consommation. Et finalement, le surplus de cette consommation, cette production d'huile va être valorisé dans des produits comme des biocarburants, donc des esters méthyliques, par exemple, d'huile végétale, que vous allez retrouver pour décarboner le transport. Et notamment, en fait, ces biocarburants sont vendus à destination, je ne sais pas si on voit bien, mais à destination en fait, de flottes captives de camions, de transporteurs, qui, en achetant en fait, ces produits-là, vont décarboner, vont avoir à peu près une décarbonation de 50 à 60% en fait, de leurs émissions de CO2 sur la partie transport. Donc voilà pour la présentation du groupe. Le programme d'excellence opérationnelle, donc orienté énergie. Donc on a, je vais peut-être déjà vous expliquer en fait comment organiser mon réseau là. J'ai rajouté une photo après des échanges qu'on avait avec les personnes qui organisent l'événement pour vous montrer que concrètement en fait c'est des personnes qui sont là. On va sur les usines. Vous avez donc au niveau de mon réseau. Donc moi je suis au niveau corporate. Dans la direction des opérations industrielles, dans la direction de l'excellence opérationnelle, donc où on pousse les sujets d'expérience opérationnelle, de Lean. On a des réseaux de Black Belt, de Green Belt, des host managers en fait, qui viennent appuyer nos démarches d'amélioration continue. Et donc, sur chaque... Vous vous rappelez, il y a 5 domaines, et tous ces 5 domaines, il y a à peu près une dizaine de business units. Et donc, sur chaque business unit, en arrivant sur mon poste, en fait, une première chose que j'ai demandé, c'est d'avoir un représentant et un energy leader sur la BU qui puisse déployer et avoir après un impact sur toutes ces actions d'efficience énergétique et de décarbonation des activités des usines. Voilà, au niveau de la BU. Alors, j'ai dû avancer. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dû mettre en place ce programme? On parlait tout à l'heure de l'engagement et de la raison d'être du groupe qui était de servir la Terre. Donc, je vous ai donné les éléments tout à l'heure. On doit être impactant rapidement, puisqu'il y a cet objectif de réduction à court terme.
on est sur des consommations d'énergie qui sont quand même extrêmement importantes au niveau du groupe. Je vous ai mis un chiffre, c'est 3 millions de mégawattheures annuels. Donc, j'ai fait un calcul en mégawattheures ramené énergie primaire, mais on a de la consommation, on a principalement de la consommation de gaz, de la consommation d'électricité, on a encore un petit peu de consommation de fuel, mais c'est des consommations quand même extrêmement importantes en termes d'impact, notamment, et d'émissions de CO2 par la suite. Et on s'est rendu compte, en fait, que voilà, je demandais aux différents sites depuis 2 ans, 2022, 2023, de m'amener en fait un plan d'action, de dire, voilà, on s'engage, vous faites 2% de réduction de vos consommations tous les ans. Et voilà, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, voilà, c'était un petit peu sec sur les idées. Et donc, c'est à partir de là où on s'est dit, où je me suis dit en fait qu'il faudrait qu'on puisse mieux structurer cette approche-là et construire en fait un programme d'efficience énergétique. Un programme d'efficience énergétique où on va aller en fait monter un programme avec une standardisation, avoir une même méthode, une même équipe et un même impact en fait sur chaque site. Et c'est le programme que je vais vous expliquer par la suite. On a considéré que, voilà, je vous parlais de 80 sites, 80 sites industriels. On est allé sur les 20 sites les plus énergie intensifs. Donc, on a fait déjà une petite cartographie de nos consommations. Et on s'est dit, voilà, c'est sur ces sites-là où il faut aller pour avoir le plus d'impact. Et l'objectif, vous voyez, l'objectif, il était là, il était à 10% de saving. Il était à 10% de saving. On est beaucoup plus loin que ça, en fait. On a réussi à identifier un gisement, en fait, de projets beaucoup plus important. Cette slide-là, alors elle est en anglais parce qu'elle me sert vraiment à partager la structure du programme. C'est un élément de communication interne pour moi. On explique vraiment comment est structuré le programme. On l'a partagé en plusieurs étapes successives. Vous voyez une étape de préparation, une étape de diagnostic, de design, et puis l'étape après, une fois qu'on a réalisé le programme, c'est l'implémentation. L'enjeu est maintenant sur l'implémentation, j'en parlerai plus tard. La partie préparation, c'est quelque chose qui est clé en fait pour ce type de programme. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir organiser, on va prendre contact. En fait, mais les équipes qui portent ce programme, c'est 4 personnes. Vous l'avez au centre de la slide. Là, c'est un team leader, 2 ingénieurs, des experts, un expert process, qui vont prendre contact avec les correspondants sur les usines, les correspondants énergie. Donc, c'est le directeur de site, c'est le responsable de production, c'est le responsable maintenance, c'est l'expert process, c'est les host managers, le responsable QHSE, etc. Ils vont aller collecter massivement de la donnée. Donc, il y a une data request assez précise qu'on a structurée pour aller récupérer les contrats, pour aller récupérer les éléments de consommation du site, tous les projets, les listes de projets qui ont déjà été faites, pour voilà, avoir une préparation suffisamment conséquente en amont pour que quand l'équipe arrive sur site au moment du diagnostic, ils aient beaucoup plus d'impact et ils aillent directement dans le concret. La phase de diagnostic, donc phase de diagnostic et design, suivant la localisation du site, si c'est en France, on les fait séparer, c'est-à-dire qu'on fait une première semaine sur le site de diagnostic, on laisse 15 jours, 1 mois maximum, et on revient pour une deuxième semaine de design. Si c'est à l'étranger ou assez loin, on va aller faire un site en Malaisie au mois d'octobre, on va aller faire les 2 à la suite. On a
Ce qui est important aussi dans ce programme, et vous l'avez en bas, c'est vraiment le passage de témoin. C'est-à-dire qu'à un moment, pour qu'on ait de l'impact, c'est-à-dire qu'au moment de l'implémentation, l'enjeu et pour que le plan d'efficience soit efficace, il faut que ce soit l'équipe locale qui prenne la main, qui implémente. Donc, il faut vraiment que on a travaillé par-delà la technicité, tous les outils de diagnostic, de mapping, de cartographie de chaleur qu'on a mis dans le programme. On a beaucoup aussi travaillé sur la partie appropriation. J'ai cru comprendre en fait que la thématique, c'était aussi comment mettre de l'humain aussi dans le lean ou comment le lean peut être humain. Là, on est clairement au cœur de ce sujet-là. C'est-à-dire que on a beau faire un super programme, un programme très, très techniquement très poussé, avec des objets, enfin des objets technologiques en fait qui vont délivrer, qui vont avoir des résultats. Si derrière il n'y a pas d'appropriation, ça marche pas. En fait, ça sert à rien. L'intérêt de faire ce type de programme, c'est que derrière, on puisse implémenter les actions, on puisse avoir de l'impact et on puisse réduire nos consommations de manière significative, réduire nos émissions de CO2 et atteindre notre trajectoire de décarbonation. Voilà le cœur, je dirais, du programme. La première phase, préparation, data request en amont, des prises de contact avec les équipes. Après, donc, on arrive sur site pour la partie diagnostic. On revient, on refait une deuxième semaine pour designer les idées. Et la dernière étape, c'est la partie implémentation. La première semaine de diagnostic, voilà, on va aller fonctionner, on fonctionne beaucoup en binôme, c'est-à-dire que vous avez 4 ingés en centrale qui ont pris des rendez-vous en avance avec les interlocuteurs cibles dont je vous parlais tout à l'heure. Le lundi, on arrive, on fait un kick-off, une réunion de démarrage, une visite approfondie du site, très importante, où on va aller vraiment aussi au cœur du process, au cœur des utilités, pour aller comprendre avec les équipes en fait, comment fonctionnent leurs usines. Et puis après, donc, on va aller travailler, reprendre les études de conso, les courbes de charge. C'est beaucoup en fait de travail en one-to-one, en binôme, entre l'équipe centrale et l'équipe locale. Il y a toute une phase aussi d'animation, d'organisation de séances de brainstorming avec les équipes locales, avec les encadrements. On va dans les salles de contrôle, on récupère les idées auprès des équipes, des opérateurs. Surtout, on essaye de faire des brainstorms, un brainstorm avec l'encadrement, et puis un brainstorm en fait où on va avec les opérateurs. Souvent, les opérateurs, en fait, quand leurs chefs, leurs responsables sont là, n'ont pas forcément la spontanéité d'aller dire telle ou telle idée. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller capter le maximum d'idées. On fait également une cartographie des process. On prend une unité de production, une graine, une huile, et on regarde, en fait, on suit la matière au niveau du process et on regarde à quel endroit on consomme ou on émet de la chaleur. À quel moment, en fait, au niveau du process, on vient consommer de l'énergie. C'est à la fin de cette semaine, en fait, on a un document d'une centaine de pages avec des outils comme des nuages de charge. En fait, on compare les volumes de production par rapport aux énergies consommées. On fait ça sur les usages énergétiques significatifs, sur les principales machines, les principaux équipements. On va travailler sur les process avec les ingénieurs procédés, sur la partie maintenance, utilité. On regarde les systèmes de transmission, les systèmes de tout ce qui est déplacement de matière, en fait, qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue énergétique. Comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça? On travaille sur les points de consigne, voilà, sur les groupes froids, sur les compresseurs, etc. Et le jeudi, on va agréger en fait toutes ces données-là et pour faire une restitution sur ce qu'on appelle en fait un blue sky, c'est-à-dire
dire, ben voilà, vous avez, et c'est ce que vous voyez dans l'illustration de la cartographie de chaleur en bas à droite, vous avez des puits de chaleur, enfin de la chaleur fatale non valorisée, éventuellement des consommateurs d'énergie. On pourrait, ben, il y a telle capacité en fait de gain, tel potentiel de gain. Et vous avez, je vous ai mis pour les 4 premiers sites qu'on a fait, vous vous rappelez, en fait, on avait mis un objectif à moins 10%. À la fin de la première semaine, voilà, ça, ce sont des chiffres réels qu'on a sortis. On a moins 15, moins 36, moins 18, moins 25, enfin, voilà, sur ces sites-là en termes de gisements disponibles. On n'a pas regardé encore la partie, on n'a pas trop regardé encore la partie rentabilité économique, parce qu'on peut très bien avoir un puits de chaleur à un endroit et une source de chaleur à un autre, et puis se dire, bah voilà, il faut aller faire une connexion de 100 mètres, 200 mètres. Économiquement, c'est pas intéressant. On n'en est pas là. On va passer sur cet exercice la deuxième semaine. Et la deuxième semaine, on est là pour designer les projets. Et l'objectif en fin de semaine, c'est d'avoir construit une roadmap sur 3 ans pour le site. Donc, on va commencer par lister la première action le lundi après-midi. On liste les idées. On reprend la liste des idées de la semaine 1, et puis on se dit, cette idée, elle est pertinente. Donc, on voit ça avec le directeur de site, qui est le sponsor du projet. Il y a parfois également aussi le directeur industriel de la business unit qui est avec nous, et on vient dire, OK, cette idée, elle est pertinente, celle-là, moins. On vient sur les 80 idées, là, je vous ai mis des chiffres, parfois c'est 80, 100, 60, etc. Mais sur les idées ou sur le réservoir d'idées qu'on avait au départ, on se dit, on va en garder une trentaine, 20, 30, pour pouvoir faire un chiffrage un peu plus précis. Et donc, c'est là où il y a à nouveau cet exercice qu'on fait en binôme, toujours avec le support du central et l'expert de la maintenance ou l'expert des procédés qui vont aller donc travailler chaque idée et sortir des business plans, préciser les chiffres. Éventuellement, on a tout un réseau en fait, de fournisseurs avec lesquels on travaille, donc on va aller préciser des chiffres ou des calculs de rentabilité, par exemple sur des remplacements de moteurs, sur des améliorations de CTA, sur des remplacements de pompes, sur de l'optimisation sur des groupes froids, sur un travail éventuellement sur des process. On pourrait faire à certains moments, par exemple, de remettre une pompe à chaleur, faire de la recompression mécanique de la vapeur. Voilà, on vient en fait travailler ces différentes idées et sortir une slide assez concise par idée, par projet maintenant, dans lequel on va venir décrire le projet, les coûts du projet, si on a besoin de CAPEX ou non, quel est le ROI, la réduction de coûts, l'impact CO2. Et on vient le jeudi valider cette liste de projets. Donc, on vient construire. Alors, on a déjà un document qui est hyper structuré avec des slides un peu respect pack dans lesquels on vient mettre en fait nos calculs. Et on est capable de produire le jeudi soir et pour le vendredi matin du dernier jour, pour une présentation à la direction, un document avec l'ensemble de ces projets. Donc là, vous avez ici une liste, un exemple de liste d'actions. Donc chaque ligne, c'est un projet avec son impact en termes de réduction de mégawattheures d'électricité, de gaz, de vapeur par an, son impact en termes de réduction d'émissions de tonnes de CO2 et le total. Donc là, on est sur le raffinage, on est même sur un atelier d'une usine. On va être capable de faire, dans ce cas-là, 17% en fait de réduction d'émissions de CO2 sur cet atelier-là. Et ces actions-là, on les planifie, on les séquence, c'est-à-dire qu'on fait
l'exercice aussi, alors c'est le jeudi, avec les équipes, se dire, OK, première action, le pilote sur l'usine, c'est un tel, on va la positionner à partir de tel moment, on va positionner telle autre action après parce que on a besoin d'avoir avancé sur, je sais pas, l'amélioration en fait du process avant de décider de changer de type d'énergie sur une chaudière. Et donc, on vient cadencer ces actions. Et voilà. Et donc, du coup, le vendredi, cette présentation, on passe, on a 2 heures de présentation auprès de la direction industrielle de la BU, auprès du directeur de site. Et ce sont les leaders locaux, donc les responsables maintenance, les responsables de production, qui vont présenter devant leur direction l'action, les actions en fait, qui vont prendre en charge. Voilà, cette slide-là, vous avez en fait sur cette slide-là plutôt les leaders énergie où on a fait au préalable du programme, on a fait des formations avec ces personnes-là pour vraiment les embarquer. Donc il y a toute une phase de présentation, on pourra en discuter s'il y a quelques questions là-dessus, mais toute la phase de présentation était extrêmement importante en fait pour structurer le programme. Et voilà, donc du coup, j'arrive en fait à la fin de ma présentation. L'important, c'est de pouvoir embarquer les équipes au niveau de l'usine pour que ce soit eux qui, derrière, en fait, mettent en place ces actions qui ont été retenues. L'enjeu, ouais, c'est de délivrer. Et en fait, pour avoir de l'impact, il faut que les équipes locales soient convaincues et enthousiastes de pouvoir participer à ce programme-là. Et la force en fait qu'on a dans le groupe aussi, c'est, on en parlait au tout début, c'est qu'à un moment, la direction générale, le COMEX du groupe, a publié cette raison d'être, servir la Terre, avec ses engagements forts. Ça veut dire que j'ai la chance aussi d'avoir cet alignement des planètes qui fait que, voilà, en faisant ces actions-là, on peut communiquer auprès des équipes en leur disant, en faisant ça, en fait, vous contribuez à la raison d'être du groupe, à votre niveau. C'est quelque chose qui est hyper important en fait pour pouvoir les motiver. Voilà. Et donc du coup, cette phase d'implémentation dans laquelle on arrive maintenant, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais je pouvais pas être avec vous aujourd'hui et j'étais sur ce séminaire top management, c'est que je me suis adressé ce matin en fait au DG de domaine, au DG de BU, en leur disant, maintenant on a besoin de vous pour pouvoir aller vite. On a besoin de CAPEX pour que vous donniez aussi les moyens à vos équipes de délivrer, d'avancer, parce que on a un réservoir de projets. Tous les projets dont je vous ai parlé, c'est des projets qu'on a trouvés avec des ROI inférieurs à 3 ans. Les autres, on les a pas conservés. Mais voilà, il faut qu'on avance là-dessus. Et je voulais juste terminer là-dessus, c'est-à-dire que ce programme-là, il a un réel impact. Enfin, il y a une vraie adhésion à date. Si on n'arrive pas à délivrer, à déployer, on va pas pouvoir atteindre notre objectif. Et donc, j'ai mis le petit commentaire, je vous laisse en prendre connaissance, mais c'est un retour qui me vient du Maroc. Là, j'ai une équipe qui est au Maroc actuellement. Là, on doit avoir notre réunion de restitution demain. Les équipes ont vraiment adhéré. Et si vous voulez mettre en place ce type de programme
ou ce type d'action, parce qu'en fait, toutes les entreprises sont concernées, tous les groupes sont concernés par cette décarbonation de nos process. Il faut vraiment travailler l'engagement des équipes. Et je terminerai là-dessus, c'est quelque chose de clé d'aller remettre l'humain au cœur de la démarche, au cœur de vos démarches d'amélioration continue. Merci Philippe. Quand je parle dans le micro, est-ce que tu nous entends? Oui, Donc, doucement, mais ça va. Je vais Oui. passer le micro et je ferai peut-être répéter les questions si nécessaire. Oui. Est-ce qu'il y a une première question? Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Philippe, si tu peux couper ta présentation, s'il te plaît, comme ça on te la remplit l'écran. Arrêtez ton partage. Oui. Merci. J'avais une question par rapport au potentiel que vous avez trouvé. En fait, il y a une vraie question de fond sur ce sujet-là. C'est quelle est la part des potentiels qu'on trouve en réduisant les gaspillages, comme on le fait avec le Lean, en allant chercher de la maîtrise des procédés, en réduisant des gaspillages, des sources de consommation inutiles, etc. Par rapport au CAPEX, on va faire des changements de techno, de type d'énergie, de type de process qui vont demander là beaucoup d'investissement et on peut faire des gains. Est-ce que vous avez à peu près ce ratio en disant, ben voilà, quand vous annoncez 20% de potentiel de gain sur un site, il y a 10%, c'est des actions, on va dire, type amélioration continue ou maîtrise des procédés, et peut-être 10% qui passeront forcément par des CAPEX et qui là, forcément, demandent un engagement un peu plus conséquent de l'entreprise et avec un risque qui ne se réalise peut-être pas. Donc, est-ce que vous avez calculé ça? Alors, on les a, oui, effectivement, dans chacune des slides. Attendez, je crois que j'ai arrêté ma présentation. Là, j'ai dû arrêter le partage. On a effectivement en fait cette répartition, voilà, quick win, réalisation de projets sans CAPEX et d'autres avec CAPEX. Ce qu'on présente aussi, c'est en fait une espèce de courbe dans laquelle on vient regarder dans le temps les pourcentages, enfin les premiers projets activés. Les premiers projets activés, il y en a toujours en fait où il y a zéro CAPEX. Mais ça représente, ça dépend en fait, ça dépend vraiment des activités. Quand je parle de CAPEX, en fait, c'est quand même des choses assez simples, hein. C'est l'achat d'un échangeur supplémentaire, c'est des remplacements de moteurs, c'est plus nous on appelle ça des petits projets usines qui passent parfois sur de la maintenance, c'est de l'amélioration de l'efficience, c'est du remplacement, c'est du passage en entraînement direct par rapport à des entraînements par courroie, c'est de l'efficacité en fait d'équipement, mais ça reste quand même des CAPEX assez légers. Les gros CAPEX, comme mettre des pompes à chaleur ou remplacer une chaudière, c'est des choses qui viennent après, qui ne sont pas forcément dans ce type de programme. Donc oui, on a, vous le disiez tout à l'heure, c'est à peu près c'est 40-60, c'est 50-50. Ouais. Très bien, merci. Une autre question? Je me déplace. Oui, Philippe. La question est, est-ce que vous avez utilisé le benchmarking entre l'usine du groupe et d'autres usines, voire des usines de concurrence, pour déterminer des cibles? Alors, le benchmark, oui, j'ai échangé avec d'autres groupes industriels de notre taille, de notre secteur, pour savoir un petit peu ce qu'ils attendaient. Si je parle vraiment sur la partie décarbonation, donc impact CO2, puisque j'ai en charge aussi la décarbonation scope 1 et 2. Dans le secteur en fait agroalimentaire, ce qu'on voit,
Et quand on benchmark, c'est qu'il y a à peu près un gisement de 15-20% sur la partie efficience. Nous, ces 15-20%, en fait, ils vont compenser. Là, je parle vraiment sur la métrique CO2. Hein. Ces 15-20% en fait, de réduction de consommation énergétique vont aller compenser en fait, notre développement d'activité, notre hausse de production, notre hausse d'émissions de CO2 due au volume supplémentaire qu'on va produire. Et derrière, en fait, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des projets de décarbonation pure, de l'installation de chaudières biomasse, de remplacement de chaudières gaz par des chaudières électriques, d'installations photovoltaïques, voilà, tous ces projets qui ont un impact fort en fait sur la décarbonation et des projets qu'on fait que pour décarboner. Et donc là, par rapport au benchmark qu'on a avec d'autres groupes, avec ça, on est capable de faire encore moins 30, moins 40%. Et après, le reste, il va falloir le faire par de l'achat d'énergie décarbonée, alors, il y a certains industriels qui achètent des garanties d'origine. Nous, on s'intéresse aussi à des sujets de Power Purchase Agreement, de GPA, Gas Purchase Agreement, de fourniture ou d'achat d'énergie décarbonée directement auprès de nos fournisseurs. Donc oui, on s'est benchmarké en extérieur. Et en interne, c'est un super outil aussi pour que les usines se challengent les unes par rapport aux autres. Et ce qu'on a mis en place là aussi, c'est que je vous ai dit que c'est 20 usines sur 80 là, qu'on va faire. Pour l'instant, on en a déjà fait 4-5. Toutes les actions qu'on a faites jusque-là, ça représente entre 100 et 150 actions. On les a mis dans une base et on a croisé avec toutes les usines du groupe en indiquant les types d'ateliers qu'on a, les équipements qu'on a pour trouver des similitudes. On a par exemple des usines, on a une usine en Algérie qui ressemble en fait à une usine qu'on a fait dans le nord de la France. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller refaire ce programme en Algérie. On peut leur dire, on leur envoie la base et la liste d'actions pour qu'eux puissent dès maintenant s'en inspirer et puis implémenter des idées et des actions dans leur usine. Donc voilà le type de benchmark interne et externe qu'on a fait. Une question ici. Merci pour l'exposé. Juste pour prononcer la question par rapport au benchmark, est-ce qu'il y a des facteurs culturels en termes d'énablers en fait par rapport à une culture libre en fait par rapport aux différents pays? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer par rapport à ces facteurs culturels très facilitants ou à l'inverse plutôt contrariants? Je suis désolé, je n'ai pas totalement compris la question. Je me permets de la répéter. C'est est-ce que Oui. tu as pu observer des facteurs culturels qui sont liés au pays, ou aux usines, ou aux propres cultures locales, qui facilitent, ou qui, au contraire, freinent le déploiement de ces types de Kaizen, Oshin Kaizen énergétique et l'engagement des équipes? Il n'y a pas. Enfin, j'ai eu des bonnes surprises. On a des usines au Maroc, on a des usines en Malaisie qui paraissent loin en fait, mais culturellement. Mais en fait, ça dépend vraiment des personnes. J'ai passé du temps avec les directeurs industriels pour identifier les bonnes personnes. Pour trouver des personnes qui sont motivées, qui sont engagées, parce qu'à partir du moment où il y a en local, on a quelqu'un qui est convaincu qu'il faut y aller, qu'il faut aller travailler sur la performance extra-financière, la performance en termes de décarbonation de nos activités, c'est un levier qui est extrêmement important. Mais après, culturellement, en fait, on a quand même beaucoup d'usines en France qui sont assez alignées. Les différences, elles sont plus suivant les activités. Le groupe est quand même très diversifié. On a des sites chez CEPOL avec des grosses installations, feu continu 7/7, 24/24, et puis des sites beaucoup plus petits
beaucoup plus modeste, avec quelques presses, avec parfois il y a 10-15 personnes en fait seulement sur le site, et puis d'autres sites où c'est 400-500 personnes. Donc c'est plus cette différence-là que j'ai pu observer en fait dans les sites, plus que des facteurs culturels. Et la dernière question. Bonjour, merci pour la présentation déjà. En fait, vous venez en partie de répondre à ma question. Je me demandais, vous avez parlé d'une semaine de diagnostic et d'analyse des données. J'imagine donc qu'il y a quand même pas mal de temps passé avec les parties prenantes sur site et les interlocuteurs. Je me demandais comment vous faisiez pour embarquer ces personnes, alors que j'imagine que ça leur prend aussi du temps. Comment vous faites pour leur montrer la valeur que ce que vous voulez mettre en place peut apporter à leur quotidien futur ou actuel? Quels sont vos outils? Quels sont vos outils pour embarquer les interlocuteurs que vous devez, avec lesquels vous devez travailler au sein des différents sites? C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps en amont. Mais je suis arrivé sur le poste il y a 4 ans. L'élément clé, c'est d'aller sur place, c'est de passer du temps avec eux, de comprendre, de les écouter et pour arriver à les convaincre. C'est vrai qu'au démarrage du programme, là, le programme, on l'a construit l'année dernière. C'était entre fin 2023, début 2024. On a eu beaucoup de mal on a cherché en fait deux sites volontaires pour faire des POC et pour tester la méthode. Et à partir de là, on a pu démontrer et communiquer. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en one-to-one à répéter, à expliquer ce qu'on voulait faire, quel était le programme. Le groupe Avril, c'est un peu particulier. On est quand même sur des activités très ancrées agricoles. C'est un groupe qui est très décentralisé en termes de gouvernance. Les 10 business units avec des fonctionnements différents, avec des enjeux différents, et les décisions se font au niveau des BU. Donc, il y a beaucoup de monde à convaincre. Donc, la clé, c'est d'aller sur place et puis de faire un ou deux exemples. Et maintenant, la liste est pleine. Hein. J'ai plusieurs autres sites là qui sont prévus et on est plein jusqu'à début 2026. Donc, une fois que la machine a été enclenchée, c'était gagné. Merci Philippe, merci au grand voyageur que tu es. Merci. Nous avons de le remercier.